sur ce ski journal délocalisé à Munich pour l'ISPO. On est sur le stand de Nivial Media et on va s'intéresser aujourd'hui aux fixations de rando, puisqu'il y a beaucoup d'évolutions sur ce matériel. Alors, avec moi, Emmanuel Dunoyer, qui est à la direction de la filiale France de Marqueur Volkel, évidemment, et Anthony Lamiche, guide, athlète, et puis qui travaille sur tous les produits MTN de Salomon, et qui a été donc très impliqué sur ce projet de fixation. Alors peut-être en premier lieu, présentez-nous peut-être ces matériaux. Emmanuel ? Eh bien écoute, nous avons lancé donc notre fixation à un CR qui s'appelle Kingpin en pré-lancement cet automne, début d'hiver, qui est une fixation qui arrive sur le marché avec la particularité d'avoir une notion de sécurité, voire même plus qu'une notion, parce qu'elle c'est une fixation qui a reçu la norme ISO, donc qui sécurise intégralement notre concept. Et à côté de ça, donc qui est sur un développement dont l'axe principal est le confort d'utilisation, le confort en skiabilité et la sécurité. Et parce on voit bien qu'a priori ça va être plus lourd que ça. C'est vrai. On n'est pas sur un axe super light, on est sur une bonne moyenne en termes de poids, mais effectivement on est plus sur un axe de développement axé, on va dire, rando, free rando, que du light. Est-ce qu'on peut dire même que c'est une évolution de fixation alpine? C'est-à-dire peut-être, est-ce que c'est la fixation alpine de demain peut-être ressemblera à ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes qui ont eu la chance de l'essayer ont effectivement assez rapidement pu se poser la question de savoir si c'était l'évolution de la fixation de demain, étant donné qu'elle assemble à la fois la légèreté, la stabilité et la sécurité. Et donc la polyvalence et la polyvalence. Et du coup la polyvalence qui va avec. Ouais. Donc ça ouvre effectivement une nouvelle voie. Ouais. Tony, la tienne alors? La mienne, c'est une autre chose. Nous, on a déjà une fixation de sécurité qui s'appelle la Guardian, qui est normée alpine, c'est-à-dire qu'on peut chausser avec des patins plats, et qui a la norme donc, de sécurité alpine, pas la norme de sécurité rando. Donc ça, on a déjà. On voulait élargir notre gamme et rentrer dans la randonnée. Et on voulait rentrer donc simplement par la petite porte avec une fixation apine qui corrigeait tous les petits hic que nous on trouvait, c'est-à-dire certaines fonctions que je vais pouvoir citer. On a mis une petite aide au chaussage, et puis aussi sur l'avant, on a mis un seul ressort qui est le seul U qui gère en fait le déclenchement en latéral et en vertical. Donc même si on n'atteint pas de norme, il y a quand même toujours un déclenchement. On peut régler facilement notre longueur avec la petite cale ici pour être sûr d'être au bon endroit, parce que les différences de réglage de quelques millimètres jouent beaucoup sur ce genre de fixation. Donc c'est une fixation qui n'est pas normée, contrairement à la Kingpin. Mais nous, voilà, on a décidé de rentrer là-dedans. On ne voulait pas une fixe aussi légère qu'une fixe de compétition, parce qu'elles ont des choses qu'on ne trouvait pas assez fiables. Par exemple, le loquet qui se lève tout seul, pour ceux qui connaissent, en mode descente aussi. Nous, on ne voulait pas ça. On voulait quand même qu'il y ait un mode descente, un mode montée. Donc on a fait vraiment l'amalgame entre tout ce qu'on pouvait trouver pour avoir la fixe la plus légère possible, et sans rentrer dans cet amalgame. Justement, ce n'est pas une fixe normée. On ne voulait pas mettre de chiffres, on n'a pas mis de frein non plus, pour pas dire bon ben voilà, c'est quand même une fixe qui peut marcher sur la piste. Donc c'est une fixe qui va la rando. En rando. On peut se déplacer sur piste, parce qu'en France on a une réglementation qui dit qu'on ne doit pas perdre son ski ou il doit s'arrêter. Donc c'est un leash pour attacher à sa chaussure, mais c'est une fixe de randonnée pour la randonnée. Voilà. Quel poids la fixation? Nous, ça fait, avec les vis, parce qu'on compte tout dans ce monde-là, ça fait 595 grammes la paire. Donc si on divise par deux, on va dire en gros 300 grammes
Les puristes, s'ils mettent des vis plus légères, vont gagner des grammes. Bref. Voilà, donc on est à 300 grammes par pied, ce qui est un peu plus que les fixes typés race, donc qui sont encore plus légères. Mais du coup, nous, on ne voulait pas rentrer dans cette solidité-là. Et on est plus léger, par contre, que toute la famille développée à des fixes qui ressemblent plus à des fixes typés comme ça, mais qui n'ont pas de normes. Donc, 740 grammes, c'est ça? C'est ça, avec les vis avec également les vis et le stop ski. Voilà. Est-ce qu'on vient de parler de poids, le prix? Comme ça sera fait. Nous, ça. Kingpin 430. Ouais. 430. Nous, 450. D'accord. 430, c'est quoi la 10? C'est la 10 et 450 la 13. 13. Ouais. Ok, alors pour revenir sur les utilisations, donc là très rando, là très free rando, comment pensez-vous que le marché va évoluer en France? Parce que là on est en Allemagne, comment va-t-il évoluer en France? Est-ce qu'on sent réellement une vraie poussée? Il y a une vraie mode de la rando? En tout cas, toutes les marques ont un focus assez fort sur la rando, free rando, comme on l'appelle. Est-ce que concrètement, le consommateur va se précipiter sur vos fixations? J'espère. Tu commences, je commence? Écoute, je peux éventuellement lancer un petit peu l'histoire, étant donné qu'on a commencé à commercialiser cette fixation avec un pré-lancement qui a eu lieu, donc, comme je disais tout à l'heure, sur l'automne. Et c'est effectivement intéressant de voir l'engouement qu'il peut y avoir pour ce type de produit, car ils offrent une réelle polyvalence et comme je disais, quelque chose qui est vraiment en attente sur le marché. Et on sent très clairement que l'attente est forte. Il y a un besoin pour ce type de produit qui combine à la fois la légèreté avec un système à insert, parce que je pense qu'aujourd'hui la tendance elle va aussi sur le système à insert, et on va dire la facilité d'utilisation et la sécurité. Donc nous c'est ces trois axes-là qui aujourd'hui sont très fortement appréciés et attendus sur le marché, et qui viennent aussi en complément du reste de la gamme qu'on peut avoir chez Marker, avec les fixations à débrayage traditionnelles qui viennent encore et toujours remplir leur tâche plus réfractaire des fixations à insert. Mais on peut imaginer un marché à combien de paires pour la Kingpin en France? Pour la Kingpin seulement, tu veux dire? Je pense qu'à très court terme, je pense qu'on sera assez proche des 3 à 4 000 pièces sur un court terme. Ouais. Sur une stratégie de développement, je pense qu'il va être assez important dans l'avenir. Ouais. Tony? Eh ben, je suis assez d'accord, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ça, beaucoup de boîtes travaillent, il n'y en a pas tant qui peuvent développer des fixes non plus, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et savoir à peu près où on va. Après, nous c'est exactement la même chose, on bosse sur ce genre de fixation depuis déjà longtemps, on essaye de trouver la voie, on n'est pas loin d'avoir trouvé des vérités. Et on est tout le temps dans l'interrogation à savoir comment on va le sortir, comment on va l'amener. Voilà. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, au-delà de cette fixation qui est présentée aujourd'hui à ISPO, il va y avoir quelque chose, vous travaillez sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, mais qui, ça ne sera pas pour cette année en tout cas. Non. Nous, vraiment, on a déjà la sécurité avec la Guardian. Ça correspond déjà suffisamment, on trouve, au manque du ski. C'est-à-dire, si tu veux de la sécurité, un ressort qui marche bien, un déclenchement top, utiliser des chaussures puissantes, et tu vas faire que peu de dénivelé, c'est pour aller chercher la puff autour de la station. Et ce qui nous manquait à nous, c'était la randonnée, c'est-à-dire vraiment s'éloigner loin. Après, certains corps publics vont quand même utiliser la Guardian parce qu'ils veulent cette sécurité-là. Mais nous, on voulait quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de rentrer dans la non-norme, ce qui n'est pas l'histoire de Salomon. L'histoire de Salomon, c'est d'amener des fixations sécuritaires. Donc pour nous, c'était vraiment un grand pas de se dire, ok, on rentre là-dedans, on accepte de faire le premier pas avec la non-norme pour répondre, au marché, aux gens qui ont envie d'explorer loin, parce que pour l'instant, on n'a que ça en termes de performance. Mais si un jour on peut amener autre chose, on l'amènera.
et on est en train de travailler dessus, c'est sûr. Est-ce que tu penses que les randonneurs qui ont été habitués à Dynafit vont basculer sur Salomon? Ou est-ce qu'il peut y avoir un blocage psychologique de dire mais non, mais Salomon c'est une autre histoire, pourquoi dans la rando Moi, vous avez posé cette question? Non, on ne s'est pas posé cette question du tout, parce que moi ce qu'on a voulu faire, c'est amener un produit qui correspond à la pratique donnée par les athlètes, les retours des shops, les gens qu'on connaît, et répondre à ça d'une façon simple, efficace, où il n'y ait pas de souci de réglage, comme je te dis, de ressort à régler, qui amène, si tu veux, cette tendance où on ne sait pas si c'est une fixe normée alpine ou pas. Il y a des chiffres décrits, on bidouille des ressorts, mais on ne sait pas bien ce qu'on fait. Il y a un frein, mais il marche et il ne marche pas, on ne sait pas trop. Voilà, nous, on est parti dans la rando. Ça répond une facilité au chaussage à l'avant, un seul U qui gère tout, ou qu'on peut changer facilement pour avoir 3 U différents, de dureté différents, juste sur l'usinage. Un réglage de butée arrière pour pouvoir accepter toutes les chaussures, parce qu'à une même taille, maintenant on peut avoir 3 patins différents. Et souvent dans son quiver, on a un peu ça, on va avoir une chaussure qui fait très rando. Et vu qu'on a des skis maintenant qui skient très bien sur dur, on peut mettre des chaussures un peu plus puissantes, comme les chaussures qu'on sort nous, la Mountain Lab ou la Mountain Explore. Donc, et avoir ce pack-là et cette facilité d'utilisation. Donc une cale sur celle-là, il n'y a qu'une cale. Ouais, c'est un proto. Et j'ai pris le mauvais dans le truc, il y a 2 cales. Donc nous, on a 3 positions. Plat, 1 et 2 qui n'existent pas sur celle-ci, mais qui arrivent. Voilà. Pour les consommateurs qui n'ont jamais eu de fixation à pin comme ça, est-ce qu'ils peuvent peut-être s'inquiéter de la fiabilité de ces produits? Parce que ça repose sur ces petits morceaux de ferraille. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? On sait si une fixation alpine est plus fiable, en durabilité dans le temps, qu'une fixation alpine? Bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites. Nous, on a tout ce qu'il faut pour tester ça. C'est un système qui existe depuis 30 ans, oui, qui a déjà fait plus que ses preuves, qui a déjà été utilisé, surutilisé, réutilisé. Donc, on sait ce que ça donne. Après, marqueur, ça rend compte. Et c'est quand même des systèmes, dès qu'on va mettre plus de puissance, on peut avoir quelques soucis de fiabilité. Voilà, moi, j'ai un petit peu essayé cette fixe. J'ai vu qu'il y avait des soucis, j'ai eu un peu aussi des soucis. Donc, c'est normal, dans le développement ça va avancer et on est au début du process dans la norme, mais dans ce qui n'est pas normé, comme celle-ci, ça a 30 ans, donc c'est fiable. Donc voilà. Ça n'use pas plus la chaussure, il n'y a pas de choses comme ça. Ça reste quand même des produits, c'est pas de l'industrie lourde, enfin c'est de la petite pièce et forcément ça demande un petit peu plus d'attention qu'une fixation alpine traditionnelle. Voilà, on voit comment c'est fabriqué, il y a des contraintes qui sont complètement différentes d'une fixation alpine et je pense qu'aujourd'hui voilà, comme je disais, ça ouvre une nouvelle voie. Nous, contrairement à Salomon et son développement qui vient s'intercaler sur la fixation low-tech traditionnelle, nous, c'est pas ce segment-là qu'on vient chercher. On vient plus chercher l'alpin, le traditionnel skieur, qui a un besoin réel d'aller s'aventurer un petit peu vers les sentiers battus et avoir l'accès à la rando facile, tout en gardant un comportement alpin sous les pieds. Donc, on n'ira pas chercher l'utilisateur de low-tech traditionnel. Ouais, bien sûr. Tony faisait allusion au petit problème d'insert que vous avez eu. C'est déjà réglé, on peut le voir déjà sur ce modèle. Tout à fait. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a eu un pré-lancement cet automne, hein. C'est aussi pour, même si la fixation a été testée, surtestée, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit et effectivement il y a eu une modification et du coup un upgrade qui a été apporté et, du coup pour couvrir et attaquer tous les problèmes qu'on peut avoir. Est-ce que vous pensez justement que dans 5 ou 10 ans, toutes les fixations ressembleront un petit peu aux vôtres? Est-ce que la fixation alpine peut disparaître? Moi je dirais d'un point de vue technique, c'est fortement probable. En tout cas, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Maintenant, je pense très clairement qu'il y aura une distinction qui sera très nette entre le skieur alpin, qui lui a besoin d'avoir une fixation alpine parce qu'il n'a pas de réel intérêt à avoir des inserts, un système insert, et l'utilisateur d'insert, ça c'est sûr. Mais techniquement parlant et d'un point de vue de
perception en scalabilité, c'est clair qu'aujourd'hui, une fixation comme ça, elle n'a plus grand chose à envier à une fixation alpine traditionnelle. Alors, c'est de vous parler, mais tu dis plus grand chose, c'est plus grand chose, donc c'est pas tout à fait comme une alpine. Ah non, de transfert de puissance. sinon ça aurait la norme alpine. Eh oui. Ça n'a que la norme rando. Donc, c'est qu'il y a encore quelque chose qui manque. C'est pour ça aussi que par exemple, nous, on bosse, on n'a pas sorti de produit parce qu'on vise plus la norme alpine. Si on veut un produit, qu'on n'ait pas de compromis à faire. Parce que chausser des pins, ça reste quand même quelque chose, même s'il y a des aides au chaussage assez similaires sur ces deux fixations, c'est quand même chausser des pins. C'est-à-dire demain, un alpin qui a été habitué pendant X années à chausser une fixe alpine clic-clac, sans réfléchir, en tapant dessus comme un sourd pour enlever la glace sous les pieds, que tout le monde fait. Hein. Je vois tout le monde faire bam bam bam, rah. Si tu fais bam 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 sur un marqueur, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai pas essayé, mais c'est possible qu'à terme, tu vois des morceaux sauter, quoi. Donc il y a cette différence-là qui reste encore à combler, et l'industrie et le futur va nous dire si les fabricants, on va réussir à combler ce petit gap qui reste, quoi. Voilà, c'était plus pour dire que effectivement, ces fixations convexes amènent vraiment un plus. Un plus. Et on ne peut pas quand même tout à fait comparer ça à une alpine en termes de transmission d'effort et de tenue. Ça s'en rapproche. Mais beaucoup de choses viennent de là. Je veux dire, là, ce qu'on voit évoluer, peu de choses pour l'instant viennent de l'alpin. Ce qui fait naître des choses en ce moment, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transférer du coup sur d'autres, sur l'alpin. Le futur, nous on bosse sur plein de choses, je pense Marqueur bosse sur plein de choses. Et c'est ça qui fait évoluer le matériel à l'heure actuelle, c'est sûr. Ça, c'est un fait. Il y a d'autres projets dans les cartouches chez Marqueur? Ah bah écoute, je pense pas que ça en reste là. Ouais. Maintenant, dans quel axe ça va tirer, je peux pas encore le dire, mais c'est effectivement une marque qui est innovante et je pense qu'il va encore nous laisser 2-3 surprises d'ici peu de temps. Des modèles qui risquent de disparaître? Non, je pense pas. Un positionnement un petit peu différent, mais aujourd'hui on a cette force d'avoir une gamme plutôt complète et qui répond à tous les besoins. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intention de supprimer des modèles. Ok, merci. De rien. Alors, de retour à ISPO, avec les fixations de rando et de free rando, avec toutes les nouveautés. Mathieu Fritsch, qui est responsable des essais chez Dynafit, est arrivé avec deux de ses bébés. Il aurait pu même en amener un troisième. J'aurais pu en amener un troisième. Spécialiste du genre. Alors, c'est quoi tout ça? Alors, dans un premier temps, la grosse news cette année qui sort, c'est la Beast 14. Donc, il y a une évolution de la Beast 16 qui avait été présentée il y a 2 ans, qui a été mise à la vente l'année dernière en série limitée. Donc, qui se place comme étant la petite sœur de la Beast 16 et qui vient de recevoir la certification TÜV aussi en fin de semaine dernière. Donc, ce qui veut dire qu'on déchausse à la même valeur de DIN que sur une fixe d'alpin. Voilà. Quand la on règle, parle, si c'est 8, c'est 8. Exactement. Tout le temps que donc, ce soit juste à titre d'info, en fait, quand on parle de normalisation, qu'on parle de normalisation alpine au rando, par rapport au déclenchement de la fixation, c'est un copier-coller. C'est exactement la même chose. La seule différence à la rando, c'est qu'en plus, on a les critères qui sont en rapport de la marche. Savoir qu'il faut pouvoir tourner la chaussure dans la fixation avec minimum 90 degrés pour marcher et qu'au niveau de l'essai terrain, il faut faire un tour de 1000 mètres de peau pour vérifier que globalement ça fonctionne. Après, donc, tout le reste, c'est comme on a le tu as choisi la Beast plutôt que la Radical 2 qui exactement. Est en cours de certification. Parce que exactement, la Radical 2 est en cours de certif, ça va se finir dans les prochaines semaines parce qu'on était sur un planning un peu serré et ça commençait à être compliqué d'arriver, de tout boucler pour ISPO. Mais ça va arriver en cours de saison, donc quand la fixation va arriver sur marché, le package sera fini, le tube sera fini aussi. Il nous reste juste 2-3 petits éléments à finir qui sont plus administratifs que techniques. Rien de bien méchant. Mais la Radical 2 reste le cœur du segment randonnée classique. Cette Beast alors, elle vaut combien? Alors,
En fonction des largeurs de frein, ça varie un petit peu de l'ordre de 10 € à peu près en prix public en fonction des tailles de frein, mais sur la taille moyenne, on est de l'ordre de 600 € en prix public, conseillé en Europe. 600 € pour... alors j'imagine que là la cible c'est quand même des gens qui skient fort. Qui skient fort et qui n'aiment pas forcément ça, quoi. Et qui n'aiment pas forcément le light, ouais. En gros, pour ceux qui voient un peu le segment, ou au pire on peut trouver tout facilement sur le net, la Beast 16, on va la placer sur un programme 90% descente, 10% de montée, mais quelqu'un qui va avoir un ski un peu plus aérien, on va dire. Là, on va se placer plus sur un 80-20, je vais dire, mais avec quelqu'un qui reste au sol, majoritairement. Un petit saut ici ou là, ça ne va pas piquer des verres, mais c'est quelqu'un qui va plus avoir un ski agressif, mais au sol, moins aérien. Il y a dans sa pratique freeride. À mon sens, c'est un des plus gros morceaux du freerando à l'heure actuelle. Parce que même s'il y en a de plus en plus qui sautent, il n'y a pas tout le monde qui prend des barres de 10 mètres, je pense. Même si on en a tous envie de le faire, mais dans la pratique des choses, non, on serre un peu tous les genoux quand on arrive en haut d'une barre. Entre les beasts, c'est celle-là qui risque de se vendre. Ouais, je pense, entre les deux beasts, c'est celle-ci, je pense qu'il y aura le plus gros potentiel de marché. Tout simple. Dans un premier temps, parce que tout le monde n'a pas les capacités de mettre plus de 700 € dans une fixation, déjà, c'est une réalité des choses, je pense. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui sera un peu moins effrayant, entre guillemets, par rapport à l'approche du produit. De quelque chose d'un peu nouveau, qui n'est pas vraiment une fixe de rando light au sens propre du terme, qui n'est pas vraiment non plus une fixe de rando très orientée freeride comme on a fait la Beast 16, donc plus une entrée en matière pour quelqu'un qui vient de l'alpin et qui veut rentrer dans ce segment freerando. Ouais, je pense que c'est vraiment là qu'il y aura le cœur de marché pour cette fixation. Et tu penses que la Radical 2 n'a pas plus de potentiel? Personnellement, la Radical 2, donc FT qui fait 5-12 en plage de déclenchement, elle, je la mettrais plus sur un programme, on va dire 60-40 au niveau descente. Et en termes de volume? En termes de volume, ouais, c'est la Radical 2 de toute façon qui fera le gros du marché au niveau monde. Ça, c'est... D'accord, alors qu'est-ce qu'elle a cette Beast alors de particulier? Parce que c'est vrai que ça fait un peu gros machin. Au niveau de l'avant, bon, on reprend un peu l'avant du... Enfin, c'est pas qu'un peu, c'est le même. Hein. C'est l'avant d'une Radical 2 classique. Donc au niveau de la connexion, c'est comme les anciennes Radicales qu'on connaît depuis quelques années maintenant. La seule grosse différence, c'est que maintenant, donc, on a l'avant qui tourne. Technologie qui vient de la Beast 16 et donc qui permet d'avoir plus d'élasticité latérale et de réduire considérablement, pour pas dire complètement les gommer, les déclenchements intempestifs à la descente. Avec définitivement cette direction qui se prouve et qui arrive de plus en plus, et là on en est vraiment content, de changer cette mentalité du randonneur classique en low-tech qui avait tendance à skier verrouillé à la descente en permanence. Ouais. Donc là on pousse maintenant la porte. Ça, c'est dangereux, hein, voilà, ça c'est extrêmement dangereux. Bien, dans le sens qu'en moyenne, quand on verrouille, c'est pas des données exactes, mais à l'ordre de grandeur, quand on verrouille, c'est comme si on prenait entre 7 et 9 dynes de plus au niveau du réglage en déclenchement latéral. Donc ça reste extrêmement dangereux. Après, comme tu viens de dire, pour la pentraide, c'est un monde un peu différent. Qu'on perde un ski, qu'on tombe, c'est la même finalité, donc c'est un peu différent. Mais pour un usage où il y a des risques de chute et de déclenchement, le verrouillage, c'est assez dangereux pour les genoux. Donc on reprend cet avant rotatif donc pour gagner en course élastique et arriver à changer ses mentalités petit à petit de ce qui est verrouillé. Donc ça c'est très bien. Après au niveau de l'arrière, j'ai envie de dire que le talon de la Beast, donc là c'est le même que la 16 en termes de construction, c'est juste des choix de ressorts qui ont été différents pour faire quelque chose de plus soft en termes de valeur de déclenchement. Parce qu'aussi fondamentalement, quand on regarde les choses, ça court pas les rues, les gens qui ont la nécessité d'une fixation qui monte à 16 en déclenchement. À l'heure actuelle, dans le public freerando, ça court pas les rues. Donc, technologie comme la Beast 16 qu'on retrouve aussi sur la Radical 2, c'est plus les fameux 5 mm entre la chaussure et la talonnière, on est directement en contact pour avoir les courses élastiques de la talonnière à l'arrière sur les déformations de ski. On a un stop ski qui a été développé de façon très puissante pour arrêter même des gros skis, donc dans le sens où on le montrait sur un ski d'alpin, on aurait les mêmes performances de freinage qu'avec une fixe d'alpin. Donc des choses effrayantes, là c'est les cales. Exactement. Donc là l'idée c'est, on a la première donc grise qui est la cale de montée, qui sert également à verrouiller le frein en position basse pour pouvoir marcher. Et on n'a pas de position neutre, malheureusement parce que c'est très compliqué à réaliser par rapport aux angulations de chaussures, parce qu'on a préféré avoir une légère pente positive pour faciliter un déroulé de marche.
plutôt que se retrouver sur une position entre guillemets neutre, voire légèrement négative, ouais. qui serait un frein à la marche. Et après, donc en cas de besoin, donc la cale supplémentaire si on a besoin de prendre un peu plus raide. On est bien d'accord que tout l'intérêt de cette fixation, c'est bien qu'elle puisse coulisser, reculer, et donc, avec la déformation. On n'est pas obligé de laisser ici un espace Exactement. Ouais. pour jouer dans la chaussure. Physiquement, c'est pour supprimer ce qu'on pouvait retrouver il y a quelques années en arrière, ce qu'on appelle dans le jargon l'effet de pince de la chaussure. Savoir qu'on a une grosse déformation positive du ski et on vient littéralement pincer la chaussure dans la fixation. Ça, c'est quelque chose qui est complètement gommé maintenant sur ces technologies qui viennent de l'alpin, ni plus ni moins, c'est de la technique standard, j'ai envie de dire. Talonnière. Où la talonnière peut... Par contre, à l'inverse de l'alpin, on n'a pas la poussée vers l'avant. Parce que là, on est sur un point complètement fixe au niveau de l'insert chaussure, donc on n'a pas cette nécessité de pousser la chaussure à l'avant comme en alpin. Donc on vient simplement absorber la déformation à l'arrière. Et alors ça, ce petit truc... ça, j'ai envie de dire, c'est Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu mon bébé. Parce que j'ai eu la chance, même ça fait qu'1 an et demi que je suis chez Dynafit, mais j'ai eu la chance d'être inclus dans le projet dès son départ. Et je pense que c'est une fixation qui, dans le segment ski-alpinisme, mais pas dans le sens du col en pipette, du ski-alpinisme, de quelqu'un qui va faire de la montagne à ski, c'est la fixation qui est, je pense et j'espère vraiment, parce que de ce qu'on en voit jusqu'à présent depuis hier, elle est très très bien acceptée, qui va faire un carton vis-à-vis de ces gens-là. Comment qu'on l'a construite, c'est l'avant... Comment elle s'appelle déjà? Pardon, oui, c'est la Superlight 2. Superlight 2. Donc on avait l'ancienne Superlight qui était sur une talonnière à 3 points avec un réglage unique pour le frontal et le latéral, qui était quelque chose qui a relativement bien marché, mais qui a beaucoup marché au niveau des gens qui voulaient du léger avec la sécurité, mais qui n'a pas forcément pris sur les gens qui veulent du léger avec la sécurité qui est placée plus ou moins haute, on va dire, dans leur échelle de priorité, mais qui veulent quelque chose qui soit stable à skier. Là, il y a eu un certain bémol, et c'est dans cet esprit-là que la Superlight 2 a été développée. Alors, qu'est-ce qu'elle amène? Alors, on va partir du connu dans un premier temps. L'avant, c'est exactement le même que l'ancienne Superlight, qui est une plateforme commune avec la fixation chez nous qu'on appelle la Low-Tech Race. Donc, un avant très léger, qui permet quand même de garder énormément de stabilité sur le ski, parce qu'on a un avant et un arrière qui ont quasiment le même poids. Donc, on ne perturbe pas trop les équilibres de ski. Donc ça, c'est très intéressant. À l'arrière, on a 2 versions. Une qui sera majoritairement noire et verte, une qui sera pour les hommes, qu'on appelle entre nous hommes, avec une plage de réglage de 6 à 12 sur le déclenchement latéral, donc sur le latéral de cette façon, et une en version femme qui fait de 5 à 10 en latéral. Pas normé, hein, on est bien pas d'accord normé, là-dessus. non, pas normé, parce que c'est beaucoup plus compliqué à normer des fixations de ce type-là. Et surtout, dans ce cas-là, c'est pas normable, simplement parce que le déclenchement frontal est fixe. Donc c'est sur le principe des fixes de race, j'ai envie de dire, donc un U unique qui fait le déclenchement frontal, qui est approximativement, parce que c'est pas de la valeur clé vu que ça change en fonction de température et tout. Chez les hommes, on est de l'ordre de 8, chez les femmes, on est de l'ordre de 6, donc à chaque fois en milieu de l'échelle de réglage latéral. Donc on est placé sur ce créneau-là. Et là, c'est là la grosse nouveauté, c'est on a un frein ski qui va avec cette fixation et qui est amovible. Donc l'idée, c'est soit on fait la montée avec son frein dans le sac, on arrive au sommet, on le déplace, on vient le clipper sur les petits tétons qui sont montés ici sur ressort. Tout simplement, il vient simplement se clipper dedans. Et si on veut le retirer, on a juste besoin de pincer les 2 tétons et on retire son frein. Donc ça, c'est le côté qu'on voulait avoir pour justement avoir un programme un peu mixte. Le gars qui veut faire que du light pour aller faire sa sortie, on va dire, d'après boulot, juste pour aller faire du dénivelé, il veut aller léger, aller plus vite, il laisse le frein à la maison. Et après, au week-end, il veut faire un truc où ça va un peu vite, mais le confort du frein, il remet son frein dessus, pas de questions, pas d'outils, tout va bien. Selon la journée, selon les envies. Le programme choisi, exactement. On amène de la polyvalence. Sans le frein, on a la possibilité de travailler à plat, simplement en tournant la talonnière 90 degrés. Mais l'idée de base était vraiment de laisser le frein en place, de la tourner à 180, pour que le frein se retrouve en fait simplement plaqué en position plate sous la talonnière. Et qu'on se retrouve un peu dans cet esprit justement course et light, à toujours avoir une légère cale à l'arrière pour avoir un léger angle positif pour un déroulé de pied plus rapide. Donc si le frein est là, le frein est bloqué. Exactement, donc on a la petite bosse ici qui vient appuyer sur le levier central du frein et qui le plaque complètement. Quel prix, quel poids?
Le poids, sans le frein, 175 grammes, avec le frein 250. Jusqu'à 215 pardon, avec le pied. Ouais, le pied à chaque fois, en fonction des largeurs de frein. Et là, le poids pour la Beast? Là, on est à 830 le pied. 830 le pied, tout compris. Donc pardon? Tout compris. Tout compris, ouais. Donc là, on est à 250 grammes, donc à peu près 35% de moins. Et par contre, parce que beaucoup plus de travail et des technologies un peu plus complexes à mettre en œuvre en production, on est au même prix public, donc l'ordre de 600 €. Le package frein, sachant que le frein seul fait de l'ordre de 80-90 € en fonction des largeurs. Ok. Alors, avec cette mode de la free rando ou la rando qu'on redécouvre, bon bref, chacun fait sa sauce. Toi qui as un catalogue de fixation très large, est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup d'excès, c'est-à-dire de gens qui vont monter ça sur des skis de 100 mètres de large? C'est sûr et certain. Et alors, on va arriver à quel résultat? Alors ça, c'est quelque chose c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que c'est là que se heurtent beaucoup les gens qui font du développement pur et dur avec ceux qui ont un pied dans le terrain. Pardon. Dans le sens que, par exemple, sur ce produit-là, nous on a développé une gamme où on fait un frein à 75, un frein à 90, un frein à 105. Dans l'idée les développeurs ils se sont dit 105 c'est bon, ça devient quelque chose de conséquent. Quand c'est arrivé chez nous dans nos mains aux essais, on a dit attention les gars, un frein de 105 c'est bien, mais il faut être conscient que n'importe quel magasin de ski qui travaille vraiment avec ce type de gens, ils ont tous un morceau de tube à côté de l'établi et les freins vont être ouverts, ça va monter sur du 120 sans souci. Donc ça a été une grosse discussion après en interne, du oui, du non, de quelles sont les mises en garde qu'on doit générer par rapport à ça, des limites du produit. Et nous en interne, on a travaillé avec différentes gammes de ski et on travaille pour arrêter, et ça a été prouvé encore en SNH la semaine passée, le frein de 105 a le même ressort que le frein de 75, donc c'est la même construction et on travaille pour arrêter un ski de 2,5 kg. Donc un ski plus la fixe, le pack fait 2,5 kg et on travaille pour que le frein l'arrête. Que ce soit en sens de glisse ou en sens de marche arrière de glisse, puisque là ce qui était important, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un frein qui se fasse arracher des tétons au moment où il prend le choc en marche arrière. Donc on est conscient de la chose, on met la garde que ne pas monter plus haut que 105, en sachant que malheureusement ça va se faire, mais on a décidé de faire les essais en prenant une marge de sécurité conséquente. En tout cas pour toi, jusqu'à 105, il n'y a pas de problème, ni d'arrachement, ni de casse mécanique. Ça a été testé. On a suivi le même programme que les développements qu'on a mis en termes de résistance et de fiabilité qu'on a mis sur les Beast, avec un coefficient de diminution forcément parce qu'on ne va pas travailler sur les mêmes skis fondamentalement, avec des skis un peu plus étroits, légèrement plus légers. Mais typiquement là, on va dire sur ces skis qui sont à cheval entre le light et le ski lourd dans le monde de la rando et qui sont relativement larges. Donc je ne sais pas si on peut citer les noms, mais on dit tout ce qu'on veut. Ouais, typiquement, j'ai envie de penser des skis de l'ordre de, par exemple, un Cham HM, par exemple, chez Dynastar, ou, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que ça s'appelle les Squad 7, qui font à peu près chez Rossignol, qui font dans ces largeurs-là, ou par exemple des TX de chez Kesley. Voilà. Par exemple, sur ce type de construction, il n'y a vraiment aucun pépin. Ouais. Ou les skis comme chez nous, par exemple, ceux-là, ils sont en SNH sur les Choyu de chez nous. Ils ont été skiés aussi sur les Chugash, qui sont les nouveaux skis freeride, qui font 110 au patin. Donc ils ont à chaque fois été skiés dans ces conditions-là. Mais il ne faut pas monter au-dessus. Vaut mieux pas. Parce que la fixation seule, fondamentalement, avec un montage d'école sans souci, bien monté dans le ski, personnellement je sais qu'il n'y aura aucun souci. Par contre, on ne peut pas être garant de tout et ce qui va se passer à l'extérieur, donc on recommande vivement de ne pas monter plus haut que 105. Bien. En sachant que sur le programme placé plus haut que 105, je ne sais pas si c'est bien cohérent. Parce que là on est vraiment sur une orientation ski, alpinisme, enfin pratique du ski, de la montagne à ski, donc plus que 105 ça devient borderline, j'ai envie de dire, de la pratique. C'est un petit peu étrange. Mais pourquoi pas. Ouais. Comment Dynafit vit l'arrivée de grosses majors de la fixation, comme marqueur, comme panner, ouais. Et puis de toute façon tout le monde va plus ou moins arriver petit à petit, je pense, à un moment. Vous prenez ça comme un hommage pour votre enfant? Bah aussi, ouais, ça fait toujours plaisir de toute façon. Après, j'ai un peu j'ai envie de dire, vu mon historique où j'étais chez Plume avant,
j'ai été dans cette vague-là aussi de l'ouverture du marché de la fixation insert. Donc j'ai démarré ma carrière pro sur la même vague, hein, donc on va pas cracher dans la soupe, j'ai envie de dire. Mais on le voit vraiment d'un très très bon œil parce que ça va définitivement pousser tout le monde vers le haut, obligé à faire mieux, très bien, hautement qualitatif, parce que on n'est plus dans cette position, on est tout seul sur le marché, on fait un peu ce qu'on veut. Ça légitime aussi un peu le concept. Voilà, et c'est surtout ça, tu me voles de la bouche, c'est définitivement maintenant que ça rentre dans les mentalités, que le concept à insert de façon globale, il est vraiment au gros démarrage. Et je pense que c'est vraiment très très bien que plein de gens arrivent, dont les cadors de la fixation alpine, et ça va vraiment pousser tout le monde vers le haut, découvrir de nouvelles choses, et je pense qu'on va vraiment arriver à faire des produits de façon globale qui seront vraiment de plus en plus aboutis. Ouais. Ça, c'est en magasin la saison prochaine. La BIS 14, elle est déjà en magasin cette année, parce qu'elle a été présentée l'année dernière, mais elle est livrée définitivement cette année avec le TÜV déjà. Ouais. Donc le planning avait été fait dans ce sens-là, de la présenter l'année dernière, ensuite on a un an pour boucler notre TÜV, elle arrive en magasin, elle a le TÜV, c'est fini. C'est pour ça que la Radical 2 n'a pas été mise en magasin. Ouais, le TÜV n'était pas fini et on a eu un léger doute sur une pièce. J'ai décidé de ne pas la mettre à la vente parce que je voulais pas revivre les erreurs du passé où on met quelque chose à la vente. Quelques mois plus tard, on se retrouve à avoir des pépins, faire des ci, des ça. On dit vaut mieux faire patienter les gens quitte à les mettre un peu de travers plutôt que les faire revenir 4 fois en magasin pour quelque chose qui ne marche pas. D'accord, donc Radical 2 l'année prochaine. À l'automne, elle est là, avec son TÜV, elle fonctionne. Elle est sur neige depuis le mois d'octobre, ça tourne du feu de Dieu, donc ça va bien. Et, merci et celle-ci, pareil, l'année prochaine en magasin, elle est là. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci de m'avoir reçu. À bientôt.